Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir cette personne, Gwenaëlle, qui est repéreuse, un métier qui est quand même assez nouveau. Elle travaille aussi bien pour des films d'auteur comme L'Histoire de Sullivan que des films d'action comme Aka. Elle va nous parler de son métier, de sa passion, ses anecdotes, ses conseils. C'est maintenant dans Voix du Ciné. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Alors toi, comment t'as commencé dans le cinéma, Gwenaëlle? Alors de manière assez classique quand même, école de cinéma, fac, mais je me suis dirigée vraiment vers le documentaire, vers le cinéma documentaire et anthropologique, vraiment dans un premier temps où j'ai eu l'opportunité de faire 2 documentaires. Donc j'ai vraiment cette formation avec la formation de Jean Rouch, voilà, qui était un anthropologue, cinéaste. Donc petit à petit, après j'ai commencé dans le court-métrage. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai intégré le long métrage. Mais les documentaires à la base, c'est toi qui l'as réalisé ou c'était... Ouais. Donc en fait, voilà, en fait que j'ai réalisé dans le cadre de mes études. Donc comme j'ai fait un DEA, en fait. Sur quoi ton documentaire? Et donc c'était sur la Mongolie, sur un peuple en voie de disparition, les Tsatanes. Et donc c'était un documentaire complètement fou dans la taïga. Qu'on peut voir quelque part ou pas? Bien sûr. Faut que je le cherche sur internet. Je pense qu'il doit y être. Sur internet? Ouais. On mettra les liens en description. Ah ouais. Ça dure combien de temps? Ah bah ouais, c'est un 52 minutes. 52 minutes? Et donc c'était très formateur. Alors c'est vieux, ça date. J'étais étudiante à l'époque, mais comme c'était dans mes études cinéma documentaire anthropologique, je suis allée voir donc ce peuple, les Tsatanes, qui vivent sous des tentes, qui élèvent des rennes, qui voilà, et dans la neige. Et là c'était extrême parce que pas d'électricité, donc panneaux solaires. Et comment tu finances ça? Et donc voilà, ça a été un gros problème. Donc t'as avec des producteurs. Ouais. Donc j'ai réussi à trouver. Donc il y avait mon ami qui était qui a financé une bonne partie. Et après j'ai trouvé un autre producteur qui s'est chargé de toute la post-production. D'accord. Là, on passe totalement sur autre chose que l'interview, mais ça m'intéresse, donc j'espère que vous aussi. De toute façon, c'est ma chaîne. Et donc, du coup, quand tu finances ce reportage, est-ce que tu as déjà un diffuseur ou est-ce que tu fais d'abord et après tu as un diffuseur? C'est après. Que donc, comme j'étais étudiante, j'avais aucun réseau. Bien sûr. C'est pour ça que c'est le producteur qui, lui, celui de la post-prod, qui a fait marcher son réseau. Donc voilà, je sais qu'après il a été vendu sur HBO, il a été vendu. Mais trop bien. Trop bien, sauf que j'étais à l'époque pas du tout. Je me suis pas méfiée et j'ai jamais. Voilà, c'est ça. Le contrat. Donc j'ai jamais rien touché, j'ai jamais rien gagné. Et c'est là que j'ai réalisé que le documentaire c'était pas évident en fait de se lancer, de vivre de ça. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué vers la fiction. Aussi, parce que j'ai pas, financièrement ça a été c'était j'ai rien gagné du tout. Par contre c'était une aventure humaine. Et comment tu t'es intéressée à ce peuple? Via mon amoureux de l'époque qui était guide à cheval. D'accord. Et donc qui avait été les rencontrer, qui les avait vus. Et donc il m'avait montré des photos. Il m'a dit on ira faire un documentaire sur eux. Donc voilà, c'est parti de là. Ouais. On va s'arrêter là, mais j'ai envie de faire une émission juste sur ça parce que ça c'était pas prévu, j'étais pas au courant. Ah ouais, non, c'est donc, vrai que... Après, non, parce que j'ai 50 questions, mais là, après, on part sur autre chose. C'est vrai, là, ouais. Mais, donc, du coup, après, t'es arrivé sur la fiction. Voilà. Mais t'es arrivé dans assistante mise en scène, c'est ça? Exactement. Donc, alors, au début, via le court-métrage, on fait un peu tout. On est obligé d'organiser la production. Après, je rencontre un premier réalisateur, je pars dans l'institutionnel. Et après, je rencontre, les personnes du long métrage et c'est parti. Exactement. D'accord. Ou là, t'as commencé vraiment comme assistante. Assistante mise en scène, exactement. Ouais. Et alors, on va parler du métier de repéreuse, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qui est un métier qui est quand même assez récent, qui n'existait pas il y a 25 ans d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. C'était les premiers assistants mise en scène et les régisseurs surtout. Donc c'est vrai que maintenant, des productions en fait n'ont plus le temps. Tous les temps, le temps de préparation c'est vraiment réduit. Donc ils ont plus le temps, les régisseurs, les assistants de le faire. Donc je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on est arrivé. Et donc ça s'est vraiment spécialisé. Maintenant, on a une association, l'ADR. Ouais. Donc c'est l'association des repéreurs. Et ouais, on est à une quarantaine dans l'association maintenant. Ouais, vous êtes beaucoup. Oui. Ouais. Et est-ce que tu peux raconter à ceux qui nous regardent en quoi consiste ton métier? Ouais. Alors, nous, donc, on doit trouver les décors du film. Donc, c'est simplement tout ce que tu peux voir comme lieu.
on nous appelle à ce moment-là pour ça. Donc c'est la production, c'est le réalisateur, c'est le directeur de production, l'assistant mise en scène, c'est les chefs de poste en fait qui nous appellent. Et donc il y a une réunion qui est organisée pour parler du scénario. Et en amont, on a lu le scénario. Et donc à partir du scénario, voilà, on discute avec le réalisateur, avec le chef déco, avec l'équipe pour savoir qu'est-ce qu'on doit chercher et comment. Donc c'est vraiment la recherche de lieux, tous les lieux qu'on voit dans le film. C'est vraiment, ça va du restaurant à l'hôtel, au pavillon, à la péniche. Et en plus, tu as des contraintes techniques. Parce que des fois, ça peut être un lieu qui peut être sympathique, mais techniquement, pour la caméra, pour la lumière... Ah bah, c'est tout le problème, c'est toute la difficulté. C'est que, beaucoup de décors ne peuvent pas être filmés parce que, voilà, ils sont à côté d'une route trop bruyante, d'une ligne de chemin de fer, il y a des problèmes d'accessibilité, on peut pas se garer, on peut pas faire venir le matériel. Donc c'est pour ça que c'est pas simple. En effet, on a plein de critères, plein de contraintes. Il faut que voilà, ça puisse rentrer dans toutes les cases. Et t'as des moodboards du réalisateur pour avoir Alors ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Le moodboard se fait plus en publicité. D'accord. Il peut y avoir des storyboards, mais c'est pareil, c'est sur des grosses productions. Après, on aime, en fait, on cherche à avoir des références visuelles parce que c'est important de savoir ce qu'a en tête le réalisateur, donc avec son chef déco. Donc ils en discutent, il y a des propositions avec son chef op aussi. Donc on essaye, on est très friand de ça, de donnez-nous des références, qu'on parte pas comme ça dans n'importe quelle direction. Avec qui t'es le plus en contact? Avec le directeur producteur, avec le directeur de production, le réalisateur, le chef opérateur, le chef décorateur? C'est qui en fait ton référent le plus? Eh ben, en fait, moi je dirais ça dépend un peu des projets. Ouais. Ça peut être le réalisateur si si par exemple il est lui il adore les repérages et qu'il veut garder la main mise là-dessus et que donc ça. Voilà, il y a certains réalisateurs, on travaille vraiment avec eux en priorité. Je pense à Boris Lochkin, le réalisateur de l'histoire de Suleiman, à Lucas Belvaux, voilà, qui a fait Les Tourmentés récemment. Voilà, il y a voilà, c'est vraiment des réalisateurs pour eux. Il y aura pas forcément d'autres personnes qui vont intervenir. Par contre, il y a d'autres réalisateurs avec qui vont s'entourer de leur chef déco. Et là, ça va être très important. Ça va être on va beaucoup échanger avec aussi le chef déco. C'est des réunions avec aussi, voilà, le chef déco, très important, comme Eric Gravel, par exemple, qui est en tournage là, actuellement, qui travaille beaucoup avec Thierry Lotou. D'accord. Et son chef opérateur aussi. Voilà, donc en fait, ça dépend un peu de chacun. Leur méthode de travail. Il peut y avoir aussi beaucoup d'assistants mise en scène qui peut aussi être présent. Mais en fait, chaque projet est très différent. Donc, faut à chaque fois s'adapter au réalisateur. C'est lui qui va nous dire tout de suite, qui va mettre son équipe autour de lui ou pas, en fait. D'accord. Et tu as eu disponible de combien de temps en général pour faire tes repérages? Alors, c'est très variable. Alors, sur la fiction, on parle de film. Ça varie entre... un long métrage, c'est 1 mois, ça peut être de 1 mois à 3 mois. Ah oui, quand même. Ouais. 3 mois, c'est long, C'est vraiment que il y a beaucoup de décors, voilà, c'est sur plusieurs régions. Mais en règle générale, allez, c'est 1 mois, 6 semaines. Ouais. 8 semaines. Après, ça dépend du budget du film, C'est ça, oui. Parce que c'est beaucoup de mois de... Ouais. Mais s'il y a 50 décors. Ouais, bien sûr, ouais. En fait, puis des fois on travaille à 2 aussi. Donc tout ça, ça dépend un peu. Des fois on arrive juste pour trouver quelques décors qu'on sautait. Donc là on va travailler juste 2 semaines. Ça arrive des fois. Tout est calé, tout est organisé. Et voilà, mauvaise nouvelle, ils perdent le décor, ils tournent 2 semaines plus tard, voire la semaine prochaine, et on intervient, et là on fait le pompier. C'est-à-dire que là, c'est cas de figure, c'est difficile. Enfin voilà, on n'a pas le choix, faut trouver la solution. Donc là c'est 1 semaine, 2 semaines, et tout le monde serre les fesses. C'est compliqué. Et donc ton premier film comme repéreuse, c'était
C'était quoi déjà? Alors moi, j'ai découvert le repérage grâce au film de L'Ordre et la Morale de Ah oui, c'est ça. Kassovitz. De Kassovitz. Et c'était en 2011. Et c'est vrai que c'était super. Je suis partie dans toute la France à chercher les grottes. Hein. Et c'était en plein mois de juillet. Et donc, je me suis retrouvée avec une lampe torche qu'il fallait remonter comme ça à la main. Donc, Ah, attends, à découvrir les grottes. ouais. C'est-à-dire que tu as dû visiter les grottes? C'est ça. C'est qu'en fait, on m'a appelée. Là, j'étais assistante à mise en scène. Ouais. Et c'était ma voilà, toute première expérience en disant, bah voilà, on a besoin d'une grotte parce que dans le film, ça se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est sur le conflit avec les Kanaks. Et ils ont pas pu tourner là-bas. Et donc, ils voulaient, voilà, qu'on trouve la grotte ici en France. Hein. Et donc, on m'a envoyé pour ça, en disant, faut que tu trouves cette grotte où il y a eu le conflit. Et alors, comment tu fais? Comment pour référencer la grotte, pour trouver les grottes, déjà, faut trouver les grottes. Ah bah, faut les trouver. Déjà, il y a un gros travail de recherche hein, Ouais. donc, sur Internet. Hein, Ouais. Merci Internet. Quand Oui, même. merci Internet, oui. C'est ça. Et après, c'est du bouche à oreille, en fait, au fur et à mesure hein, qu'on arrive dans une région, la Dordogne, les Cévennes, on parle avec les gens, on parle avec les spéléos, on parle. Donc après, c'est du bouche à oreille. Après, c'est un travail de détective. Donc il y a les grosses grottes qui sont référencées, qui sont touristiques. Bien sûr. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celles où voilà, personne ne va en fait. Bah bien sûr. Et après justement les grottes, faut pouvoir ramener le matériel, l'électricité, voilà. Donc il y a toutes ces contraintes après auxquelles il faut réfléchir. Et c'est pour ça que tout ça, ça fait partie voilà du travail ensuite de la régie qui intervient, qui arrive aussi. Et c'est là où nous, on doit faire attention à pas trop ramener des décors complètement inaccessibles. Voilà, parce que c'est eux après qui reprennent le dossier, qui doivent ramener tout ce qu'il faut, toute la logistique. Non, c'est un vrai travail d'équipe. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Est-ce que toi, tu dois budgétiser ce genre de truc quand tu fais... Alors, nous, on nous donne alors pas toujours, mais selon les projets. Enfin, moi, j'aime beaucoup savoir quand même le budget du décor. En fait, il y a toujours une enveloppe sur un décor, et j'aime savoir. Déjà, ça nous donne une idée de là où on peut aller. Hein. Voilà, si on doit chercher un palace, mais qu'on n'a pas le budget, on va pas aller voir les palaces. Ah, bien sûr. On va trouver d'autres solutions. Donc je trouve ça important de savoir un peu. Pareil pour les restaurants, on doit chercher un restaurant chic, mais si on n'a pas le budget, faut trouver d'autres restaurants. On sait que l'équipe déco, après c'est le travail de la déco, on sait qu'ils vont arriver, ils vont pouvoir rehausser le niveau. Donc oui, ouais, là-dessus, je demande. Mais des fois, ça se fait. On sait après aussi par expérience, voilà, où on met les pieds. Donc voilà, ça évite. Mais oui, c'est très important pour le budget du film, pour le directeur de production, de faire très attention à ça. Ah, bien sûr. Parce que c'est primordial. Ça fait partie des contraintes. Les films à petit budget, ça va être beaucoup plus compliqué qu'un film à gros budget. Ah, bien sûr. Sur Emily in Paris, on se pose pas de questions. T'as travaillé sur Emily in Paris? Ouais, sur la saison 3. D'accord. Et voilà, typiquement, là, toutes les portes s'ouvrent. Oui. Donc, c'est pas la même chose que sur un film d'auteur. Bien sûr. C'est ça. Mais Emily in Paris, sur la saison 1, ils ont eu, je sais, la repéreuse a eu beaucoup de mal parce que les enjeux étaient les mêmes, mais ils avaient pas le budget parce que c'était la saison 1. Bien sûr. Donc, non, c'est jamais gagné, vraiment. C'est jamais facile. C'est ce qui fait aussi le charme du métier. Ouais, complètement. C'est la bagarre. C'est ça. Faut trouver des solutions sans arrêt. Faut que tout le monde soit content. C'est un poste où, en fait, faut que aussi bien le réalisateur que l'assistant mise en scène, que le chef opérateur, que le chef déco, que la régie soient contents. C'est ça qui me semble fou, en fait, quand tu réfléchis, il y a tellement de personnes qui sont en jeu que pour satisfaire tout le monde. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est bien quand le réalisateur il s'entoure des bonnes personnes, hein, des personnes qui ont la même vision que lui du film. Ça facilite les choses en fait. Oui, ça peut. Parce que des fois c'est pas toujours le cas. Donc c'est artistique, hein, oui, donc des fois les gens n'ont pas la même vision du film. Et là c'est compliqué en effet. Trouver des solutions. Alors vous le savez, cette émission on l'a fait pour vous. Vous nous avez envoyé vos questions et Gwenaëlle va se faire un plaisir de vous y répondre. Question de Vanessa. Quelle a été
le repérage le plus compliqué ou le plus improbable que tu as eu à faire? Voilà, on en a déjà parlé. Ouais. C'était la grotte. La grotte. C'était ma première expérience. Vraiment, voilà, je pense que ouais, c'était génial de parcourir la France pour chercher ce type de Tu décor. m'étonnes. Donc, Mais quel métier! c'était. Tu voyages. Mais oui, mais. T'es bien logé en général quand ils te mettent Ça dépend un peu du budget. des budgets. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ça et puis ça, ouais, complètement. Mais en règle générale, ouais, non, on est bien. On est mieux logé quand c'est la régie qui s'en occupe pour nous loger que quand c'est nous qui cherchons parce que nous on n'a pas le temps, on est sur les routes. Il est 20h, on se dit mince, on n'a pas de logement. Ouais, bien sûr. On va chercher le premier truc. C'est pas toi. Ouais. Et t'as visité combien de grottes avant de trouver la bonne? J'en ai vu. Mais non, mais le comble, c'est que j'en ai vu, mais je sais pas combien. Et finalement, Mathieu Kassovitz n'a pas voulu, tourner dans la grotte. Ah non. Non. Donc en fait, ça a été, pour moi une super expérience, mais pour la production, je pense moins. Et quel est le lieu le plus incroyable que tu as réussi à trouver pour un film? Alors, le lieu le plus incroyable. En fait, à chaque fois, on se laisse. Par exemple, là, je suis en arrivant, là, on est passé à Bastille, et je me rappelais pas en fait que j'avais fait les sous-sols de Bastille, et c'était au moment du Covid, et ils étaient en train de, il y avait une petite porte qui s'est ouverte, et je me suis retrouvée dans les sous-sols, et c'était magnifique. Il y a une salle que j'ai vue, d'ailleurs maintenant qui est plus du tout accessible. Et ouais, ça c'est les sous-sols, c'est là où il y avait toutes les momies. Il y avait pas de momies, non. C'était une sorte de grand réservoir, mais énorme. Je sais pas combien de mètres en dessous. D'accord. Et ça faisait comme un film futuriste. Mais c'est pas pour autant, en fait, ça n'a pas été retenu, parce que ça correspondait pas forcément. Et dans ce cas-là, à l'histoire. T'as contacté qui pour pouvoir Et là, c'était tout simplement l'Opéra de Bastille. C'est qu'au départ, on cherchait des sous-sols, et donc je suis allée les voir, et à ce moment-là, il y avait cet accès, et depuis, ça s'est fermé, c'est plus possible. Donc il y a des lieux comme ça, comme tous les souterrains sous Paris, c'est une grotte en fait sous Paris. Donc dès qu'on s'aventure un petit peu, c'est complètement fou. Donc voilà. Après, il peut y avoir les châteaux. Là, quand je me suis retrouvée sur une série, c'est plutôt les châteaux du XVIIe siècle. Pareil, on part dans la France et on cherche des décors du XVIIe siècle. Ça c'est cadeau, quoi. Ça c'est des expériences super. Parce qu'on est privilégié, on voit les lieux avec les propriétaires, on a droit à des visites privées. J'arrête cette émission, je vais faire ce métier. Non, mais tu voyages, tu visites des lieux incroyables. Ouais. Alors après, attention, on est quand même, il y a quand même beaucoup de pression. Oui, oui. On fait pas du tourisme. Oui, non, mais j'imagine bien. Faut être efficace. Oui, bien sûr. Faut trouver les décors en temps voulu. Avec toutes les contraintes dont on a parlé. Donc non, c'est pas du tourisme. Et puis faut pas se louper. Je veux dire, si on n'est pas efficace, c'est. Tu fais comment? Tu prends des photos et tu filmes tes décors pour les envoyer après. Voilà. Alors nous, en fait, donc on cherche. On prend contact avec les gens. On leur parle du projet. Donc s'ils acceptent, on y va. Et là, donc on fait beaucoup de photos, énormément de photos sous tous les angles en fonction de la mise en scène. Donc c'est tout l'importance de bien lire le scénario et de comprendre et d'avoir bien discuté en amont avec le réalisateur pour savoir sa mise en scène, comment il veut le faire, parce que s'il y a des cascades, tout ça, faut savoir comment ça se passe. Donc on arrive dans le lieu et là on prend les photos, et donc ensuite moi ce que j'aime bien, c'est demander une réunion au moins une fois par semaine pour pouvoir parler du film et montrer les photos, parce que en fait il y a aussi des fois on n'a pas le temps et on fait des mails, on envoie les mails, mais c'est pas du tout la même chose en fait. La réception n'est pas on lit un mail, en fait on n'a pas le retour de l'artistique, du réalisateur, du chef déco, du chef op, et ça c'est important, les réunions, pour pouvoir faire le même film.
savoir parce qu'ils réagissent en fait quand on monte les photos, hein, il y a une réaction, et on comprend tout de suite ce qu'ils aiment, l'univers. Ils vont s'arrêter sur une image et ça on peut pas par mail en fait. Ouais, ça on passe à côté. L'humain. Et vraiment on perd du temps des fois parce qu'en fait comme si on n'a pas ce retour là, ben on va continuer à chercher, mais en fait on n'aura pas eu les bonnes informations quoi. Et c'est pour ça que on fait les photos. Donc moi je me bats pour avoir cette réunion une fois par semaine, et donc on parle et on discute, et comme ça on réajuste les choses en disant bah en fait bah tu vois là à l'extérieur je m'en fiche, je vais être directement dans cette pièce. Déjà voilà, on s'en fiche de l'extérieur. Enfin voilà, tous ces détails c'est très important. Et ensuite bah on avance petit à petit quoi, en fonction du nombre de décors. Donc le nombre de décors, des fois c'est un décor unique et ça peut prendre autant de temps que des fois qu'un film avec 50 décors quoi. Ah oui. Ah ouais, ouais, parce qu'en fait si c'est un décor unique, des fois bah, on va le séparer en plusieurs fois. Donc il y a eu dans À plein temps d'Éric Ravel, le palace qu'on a trouvé, ça a été fait dans 3 endroits différents. D'accord. Donc le sous-sol c'était dans un château, les chambres c'était au Bristol, il y avait encore un autre lieu. Donc en fait on sépare, et ça c'est compliqué. Il faut trouver des fois dans les maisons c'est pareil. Dans les maisons on va pas tourner. Il y en a ils ont une toute petite cuisine, donc on va trouver la cuisine ailleurs. Et donc on fait croire qu'en fait la cuisine est dans le même lieu. Donc voilà. Selon en fait c'est chaque fois ça dépend de la mise en scène du réalisateur. Bien sûr. Donc on s'adapte. Faut s'adapter et voilà. Et ça prend plus ou moins de temps selon parce que ce que veut chaque équipe en fait. Adaptation et efficacité. Ouais. Alors, une question de Maude qui veut devenir réalisatrice et qui demande, quand un réalisateur vous appelle, qu'est-ce qui vous transmet en premier? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est une ambiance? Est-ce que c'est des références visuelles? Ouais. Alors lui ça va être on va demander tout de suite le scénario. Donc on va surtout commencer par le scénario, et très vite on va demander une réunion. Donc voilà, s'il y a un chef déco qui est embauché, le chef déco sera là. Si c'est l'assistant, sera l'assistant, le chef op, voilà. Donc tout de suite, on va dans le cœur du sujet, quoi. C'est tout de suite, on prend décor par décor et voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est où, tu vois ça comment, l'immeuble années 70, l'immeuble 2020, enfin voilà. Donc après tout de suite, il faut tout de suite des précisions. D'accord. Une question d'Alexis. Est-ce qu'un décor que tu as trouvé a déjà changé la mise en scène du réalisateur? Alors ça dépend un peu du réalisateur, parce que oui, si c'est un réalisateur qui s'adapte au décor, ça arrive. Pascal Bonitzer, dans le Tableau volé, c'est un réalisateur qui s'adapte complètement, donc à la mise en scène, enfin au décor. Par contre, Éric Ravel, c'est un réalisateur qui lui pas du tout. Il a une idée et c'est très précis. Il faut que la porte elle soit exactement là, que la maison se présente comme ça, donc ça dépend de chaque réalisateur. Une question de Thomas qui demande quelle est la différence de dialogue avec un réalisateur entre un film d'auteur et un film et une grosse production. Alors moi je dirais qu'il y en a pas. En fait, un réalisateur, lui, ce qui est important, c'est son film et sa mise en scène. C'est plus le producteur, peut-être, où le dialogue va changer, non? Ouais. Nous, on parle surtout au directeur de production. C'est vraiment avec le directeur de production. Ouais, c'est ça. Oui, là, on va parler budget de chaque décor et ce sera pas du tout le même. C'est un film d'auteur, un petit budget, une grosse production. Les enjeux sont pas du tout les mêmes. Sur un gros budget, je parle même pas. En fait, j'ai même pas besoin de savoir l'enveloppe. Typiquement sur Emily in Paris, je demande pas l'enveloppe. C'est d'entrée de jeu. Ouais, on n'en parle pas. Par contre, sur les autres films, oui, c'est important de savoir, qu'est-ce qu'il y a dans chaque décor, quelle est la possibilité. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, c'est très cher. Les décors, c'est un vrai business. Oui, c'est clair. C'est là, je reviens de 3 mois de province et c'est pas du tout la même chose. Une question d'Aurélien qui dit: est-ce qu'il vous arrive de défendre un lieu auquel vous croyez, mais auquel la production ou le réalisateur ne croit pas?
Alors, moi, si le réalisateur n'y croit pas, j'insiste pas. Moi, non. Par contre, ce qui arrive, c'est que le chef déco ou l'assistant de mise en scène ou le chef op ça est arrivé, ressortent des décors et montre au réalisateur que c'est possible et que c'est le décor. Ou ça peut être aussi le directeur de production. Ça m'est arrivé. Donc, ça va être plus, en règle générale, c'est quand même plus le chef déco qui va ressortir des choses et qui va dire si c'est là qu'il faut aller, c'est le décor. Et là, ça marche. Mais non, moi, je me considère comme un petit soldat. Et en fait, bah voilà, s'il arrive pas, s'il se projette pas, c'est pas grave. Je vais continuer à chercher. Je vais trouver. Parce qu'on trouve toujours. On finit toujours par trouver. Ou c'est que sinon, voilà, c'est le mouton à cinq pattes et, et ils vont le faire différemment. Je t'explique, on sépare les lieux, quoi. Voilà, moment. Donc voilà. Mais en effet, ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Comment négocie-t-on avec les propriétaires ou les municipalités? Est-ce qu'il y a une différence de négociation d'ailleurs entre les particuliers Alors ouais, c'est pas du tout la même approche en effet, parce que avec les particuliers, c'est nous qui sommes vraiment en contact direct avec eux. On est vraiment les premiers interlocuteurs, donc à nous de leur vendre le projet. Après, les particuliers, c'est souvent pour des maisons, des appartements. Donc dans ces cas-là, c'est voilà. Là, c'est en fait, ouais, c'est très important qu'ils aient confiance tout de suite parce que ça nous arrive de faire du porte-à-porte, et donc on a très peu de temps en fait pour les convaincre que c'est pas une arnaque. Voilà. Donc avec les particuliers, c'est pas du tout en fait, ça dépend un peu de chaque comment on s'y prend. Si on passe par des agences à Paris, il y a des agences de location, donc là ça roule, on n'a pas besoin de vendre le projet entre guillemets, de trop dealer, parce que tout ça c'est cadré, c'est des gens qui d'entrée de jeu proposent leur maison pour les tournages, donc ça c'est très simple. Par contre, pas sûr, quand les films d'auteur, les films où il n'y a pas de budget, on passe pas par les agences, et là c'est du porte-à-porte et c'est du sauvage, et on passe repérage sauvage, et là c'est pas du tout la même approche. Bah oui. Donc là faut voilà, faut faire faut sonner chez les gens, il faut les convaincre en 2-3 minutes que on n'est pas là pour les voler ou les cambrioler, que c'est vraiment un vrai projet, que c'est sérieux, et on a très peu de temps, 2-3 minutes pour les convaincre, parce qu'après on rentre chez eux, on fait les photos, et ça c'est incroyable, parce que les gens ils te font confiance, et ça c'est, alors chaque fois ça m'épate qu'ils nous laissent rentrer oui, moi aussi. et à Paris, et c'est là qu'on se dit waouh, c'est chouette, et quel que soit le quartier, aussi bien dans le 16e que dans le 11e que dans le 20e. Et ça, c'est super. Les gens font confiance. Et alors, par contre, en province, c'est là où ça va être un peu plus compliqué parce que les gens ont moins l'habitude des tournages. Donc, l'approche n'est pas la même. Donc, en province, moi, je passe plus par les mairies. Voilà. Pour que oui, bien sûr, pour avoir un petit côté officiel. Ouais, c'est ça. Pour que, voilà, ils communiquent aussi, que ils en parlent autour d'eux, ou que eux me mettent en relation. Typiquement, je rentre de 3 mois de province, donc le repérage sauvage, c'est plus compliqué. En effet, ils te reçoivent, ils sont charmants, c'est super, mais je fais pas des photos tout de suite. Non, je vais attendre. Je vais dire, vous en parlez à la famille. Je reviendrai le lendemain. On s'appelle le soir, faut qu'ils en discutent. Ici à Paris, en région parisienne, ça se fait tout de suite en fait. Mais c'est vrai que est-ce que les gens sont peut-être plus connaissent plus déjà comment ça se passe. Je m'aperçois que je suis resté un provincial. Pourquoi? Parce que moi je suis plus dans l'esprit provincial de ce que tu me racontes que l'esprit parisien. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est étonnant, et c'est super. C'est vrai de se retrouver comme ça chez les gens, ils nous font confiance, et ouais, je suis toujours très surprise, et ça marche. Bon, alors après c'est voilà, faut. C'est toi qui vas négocier les tarifs des appartements? J'ai une fourchette de prix? Ouais, je sais. Oui. Ah bah oui, ça c'est aussi, c'est ce qui fait aussi que les gens me laissent rentrer. C'est que j'essaye pas de leur vendre non plus un aspirateur. Bien sûr. Je leur vends le cinéma, je leur vends le tournage, donc voilà. Et t'as les gens qui sont après logés ailleurs pendant le tournage? Alors voilà, ça dépend de chaque projet.
Donc selon la durée, selon si c'est très grand, ils pourront rester. Si c'est dans un château, voilà, s'il y a une dépendance sur le terrain, s'il y en a, ils veulent pas partir, bon ben on s'arrange. Mais en règle générale, on les reloge. C'est vrai qu'on s'arrange. S'ils sont pas en vacances à ce moment-là, s'ils sont, voilà, parce que c'est bien, des fois, il y en a qui ont des résidences secondaires où ils partent en vacances, mais sinon, oui, on les reloge, bien sûr. Ouais, ça c'est aussi, ça fait partie du deal. Bon, ça Bah fait oui. moins au directeur de production parce que Bah oui, mais bon, en fait, ça coûte. moi, Mais je pense au tournage, en fait. Que quand t'as des décors, bah, pas devoir tout démonter, tout remonter, enfin, les accessoires, tout ça. ah bah ça on le fait systématiquement. Ouais. C'est sauf sur une journée de décor, enfin une journée de tournage. Ouais. Pardon, sur une journée de tournage, là on essaye de trouver le décor clé en main. Bon, sur 2-3 aussi. Bon, Oui, en mais fait, sur 3 jours, en fait, surtout, tout le temps, on nous demande de trouver le décor clé en main. Mais on sait que c'est pas possible, que de toute manière, il y aura toujours un petit l'équipe truc. déco va venir et va changer beaucoup de choses. Donc, certes, sur une journée, peut-être pas, mais sur Non, je pensais que si, en fait, s'ils jours. habitent sur l'appartement pendant le tournage et qu'ils durent tous 3 jours, il y a les accessoires qui vont être bougés, enfin, pour la continuité, pour la script, c'est un enfer. Ah ouais, Un enfer. non, ouais. Ah, ils peuvent pas, en tout cas, oui, pendant la période de tournage, ouais, ils peuvent pas rester. Ah bah oui, c'est un enfer, sinon. Ou sinon, voilà, faut pas qu'ils utilisent. Non, on recommande pas du tout. Enfin, Ah bah on leur oui. explique, on leur Oui, dit. bah oui. Mais ça m'est arrivé, j'ai entendu on m'a dit ensuite, la régie m'a dit, bah, si, restez dormir, elle a pas voulu partir. Bon, bah, voilà. Ou quand c'est une journée, ils aiment bien rester aussi, pour vérifier que tout se passe bien, puis de toute manière, enfin c'est les propriétaires, nous on leur dit, enfin c'est quand même eux qui décident, genre ils sont chez eux, donc de toute manière on va à chaque fois chez des gens quand les choses sont bien claires, que tout est bien expliqué, leurs conditions, on va leur dire, vous nous dites en fait ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire, et si on se rend compte que en fait ça matche pas, on n'y va pas, on va pas se tirer une balle dans le pied. Nous on va tout le temps chez des gens chez qui on est bien reçu. Et je propose des lieux où je sais qu'ils vont être bien reçus, parce que sinon c'est la catastrophe. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc après il peut on connaît pas les gens, donc on peut avoir de mauvaises surprises. Et la régie nous le racontera. Et voilà, on ira une fois, mais pas deux. Ouais. Alors, là, on passe aux petits bonbons qu'on aime tous, les anecdotes. Et des fois, repéreuses, c'est des sacrées galères. Comme sur Aka, par exemple. Tu peux nous en parler? C'est ça. Donc en fait, on est parti donc en repérage. J'étais donc dans ma voiture avec l'équipe, donc le réalisateur, l'assistant mise en scène, le chef op, et donc je les emmène voir une cité. Donc c'était un décor de cité, et donc je conduis, et au bout d'un moment, je vois que la voiture commence à ralentir, à ralentir. On était sur l'autoroute, enfin une voie rapide. Ouais. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, et, et là, on voit la fumée qui commence à sortir du capot, et panique, quoi. J'ai dit, mais on est sur une voie rapide, faut vite sortir de là, trouver un garage. Et ça peut être dangereux quand même. Bah oui, bien sûr. Ouais. La voiture qui quand t'as un peu fume, fumé, bien sûr, oui. avec le capot qui fume. Et donc le réalisateur qui était cool à côté, j'ai dû un peu le secouer en disant, dépêche-toi, trouve-moi un garage, faut se dépêcher là. Parce que je sentais qu'elle avançait de moins en moins et que ça fumait. Et on s'est retrouvés, mais se retrouver, l'équipe a poussé la voiture, le moteur en feu là, ça prenait tout était en feu là devant là sur le capot, et on est arrivé à temps, quoi, la station service en fait, pour que voilà, ça soit juste éteint, et ils ont poussé la voiture, et voilà, ça je crois que c'était mémorable. Je suis restée à côté de la voiture, ils ont pris un Uber et ils ont continué le repérage, tout seul. Moi j'ai attendu la dépanneuse, et ça c'était un grand moment de solitude, ouais. J'en rappellerai. Quand tu pars au repérage, t'es seul ou t'es avec quelqu'un en général? Ah, je suis toute seule. Toute seule. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un métier solitaire. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais, t'es pas du tout. Ouais, t'es tout seul. T'es vraiment. Donc oui, faut aimer le côté solitaire, tourner être en voiture pendant des heures. Moi, j'ai passé 8 heures en voiture, et tu tournes et tu tournes et tu cherches, et tu t'arrêtes,
Et ouais, non, c'est vraiment. Alors après, d'où c'est important de pas perdre le contact avec l'équipe, hein, et de demander ces réunions au maximum, hein, pour pouvoir être vraiment dans la même vision, parce que eux, ils avancent de leur côté, mais ils sont ensemble pendant une semaine, donc il se passe plein de choses, ils échangent plein de choses. Bien sûr. Donc nous, c'est important d'être informés aussi de l'évolution. Voilà, des fois il y a des décors qui sautent, on l'apprend 3 jours après. Toujours. Donc, la communication. Non, mais d'où la communication, voilà. Parce que nous, bah voilà, c'est vrai qu'on cherche de notre côté, donc on essaye tout le temps mais c'est, ouais, non, c'est quand même un métier très solitaire, mais qui est pour le coup aussi très agréable, hein, pour ça aussi, hein. Si on aime ce côté, voilà, aussi le télétravail, bah nous, on fait beaucoup de travail à la maison aussi. Il y a des recherches. À un moment, je cherchais, on m'a demandé, c'était pour trouver un village viking. Ah, village viking, c'est pour HBO. C'est quoi ce plan? Village viking. Google Earth. Et voilà. Et merci Internet. Et pendant 3 semaines, j'ai fait de la recherche, hein. Donc voilà, t'es sur ton ordi pendant 3 semaines jusqu'à ce que tu trouves le bon village, parce que là, il fallait chercher un peu partout, en Islande, évidemment, Finlande, Norvège, fallait chercher l'endroit où ça coûterait le moins cher. Et donc, en fait, ça s'est trouvé que c'était en Pologne. D'accord. Parce qu'il y a des passionnés en fait de Vikings, et ils avaient reconstitué tout un village de Vikings, mais vraiment de manière authentique, historique. C'est génial. Ah, mais c'était complètement. Donc du coup, fou, après, t'es parti en Pologne pour vérifier. Et je suis partie en Pologne vérifier. Ah, ça, c'était génial. Ouais, avec le directeur de production, hein. Et donc pour rencontrer ce fameux, tous ces gens, ces passionnés. Et donc après, l'équipe est partie en Pologne tourner là-bas, quoi. Ça, c'était pour quelle série? Et une série Viking sur HBO. D'accord, oui, je vois. Je vois. Et ouais. Mais c'est une série anglaise, non? C'est une série. Ouais, je crois que c'est c'est anglais. Ça a été tourné en anglais. Ouais, il me semble. Ouais. C'est fou. Et comment tu te retrouves sur une série anglaise? Alors ça, en fait, c'est du bouche à oreille, hein. D'accord. En fait, nous, c'est un métier parce que voilà, on est recommandé par le directeur de production, par le réal, par la production, par l'assistant, voilà, c'est du relationnel, c'est du bouche à oreille, hein. C'est important, hein. Tu m'offres ma transition sur un plateau d'argent. Comment on devient repéreur ou repéreuse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup déjà de gens qui ont fait que ce métier de repéreuse ou de repéreur et ou tous ont commencé par un autre poste, régisseur? Alors moi, tous ceux que je connais, ils sont tous passés par le plateau, hein. Il y a 1 ou 2 exceptions près, mais voilà, il y a toujours il y en a un pour voilà, évidemment. Bien sûr. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle, voilà. Mais sinon, oui, donc on vient de la régie, on vient de la mise en scène, hein, principalement. Donc on vient du plateau, hein. Et c'est vrai que je conseillerais vraiment aux jeunes qui veulent faire ce métier, hein, de commencer par le plateau, parce qu'il y a voilà. Bien sûr, par bonne expérience et pour apprendre le travail d'équipe, savoir les contraintes, le jargon, connaître le boulot de chacun. Moi je vois pas comment on peut. Ça peut être très difficile, hein, si on n'est pas passé par le plateau, hein. Rien que lire déjà un plan de travail, savoir comment. Voilà, c'est particulier, c'est vraiment c'est un milieu particulier. Ça s'improvise pas en fait. Ouais. En fait, en une question, t'as tout résumé. Commencez par faire du plateau, et petit à petit, vous aurez peut-être une opportunité de faire ce métier. Mais voilà, t'as tout résumé, donc en fait, y a pas, toutes les autres questions, elles sont obsolètes, en fait. Et moi, j'ai une autre question. Quel est le lieu le plus exotique, entre guillemets, que t'as visité, ou le plus lointain, ou pour un tournage? Ouais. Pour le coup, c'est la Pologne. D'accord. C'est celui-ci, hein, parce que malheureusement, on nous envoie pas nous à l'étranger. Ce serait super si on pouvait, mais en fait, les productions, ils prennent des gens sur place, hein. C'est assez logique, hein. Bah oui, c'est logique. Ouais, qu'en fait, voilà, pour des coûts
Bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, moi j'adore. Mais par exemple, la province, rien que la Provence déjà, c'est Et la super France, c'est un pays magnifique. Mais complètement. Il y a tout en France. Mais complètement. Il y a tout. C'est magnifique et c'est vrai que là j'étais en Bourgogne-Franche-Comté pendant 3 mois, quoi, entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Et c'est super tous les coins qui existent. Ouais, dans le centre Val-de-Loire aussi, j'ai fait plus d'1 mois là-bas. Ouais, il y a en France déjà il y a de quoi faire. Hein. Il y a tout. Ouais, et c'est des super expériences à chaque fois. Quoi. Bah merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de te recevoir. Ah non, merci à toi. La prochaine fois, alors bientôt on a une script en préparation. On va avoir une maquilleuse professionnelle. Et on va aller dans les effets spéciaux. Donc n'oubliez pas, posez vos questions et je me ferai un plaisir d'en être le porte-parole. Merci à ceux qui ont regardé, merci à ceux qui prendront le temps de liker et de faire un petit commentaire de soutien. Et puis nous on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ciao, ciao. Salut. À l'aube de mon automne,